Bonjour à tous, bienvenue dans ce Trendstalk. Nous allons parler de Bruxelles aujourd'hui, d'économie, de la situation internationale chaotique aussi. On reçoit Olivier Willox, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes député bruxellois EMR, chef de groupe adjoint au Parlement bruxellois. Vous étiez aussi, on vous avait reçu en d'autres temps, patron de Bessie, qui est l'organe qui représente les entreprises bruxelloises. Vous avez fait le pas il y a 2 ans de la politique OMR. C'est un moment évidemment important pour la région bruxelloise. Enfin un gouvernement, enfin un budget soulagé. Oui, je pense que tout le monde est soulagé, et pas que nous, et pas que moi. Je pense que globalement, tout le monde est soulagé. On ne l'attendait plus, il est arrivé. Et donc je pense qu'effectivement, il y a un grand soulagement, et on sent bien l'ambiance même au Parlement, où en fait... Voilà, on se sent utile de nouveau. Alors, je ne suis pas sûr qu'on se sente utile de nouveau. Je pense qu'il y a quelque chose où on se dit, on retourne à la raison. Parce que la démocratie participative par un Parlement, où on dépose des amendements à peu près sur un ticket de tram, il n'y en a plus, hein, mais en séance pour demander un vote immédiat, ce n'est pas de la bonne gouvernance, c'est plutôt dangereux. C'est pas dans notre système, c'est pas comme ça que ça fonctionne chez nous. Ça ne fonctionne pas voilà. comme ça, ouais. et donc cette espèce de surenchère de trucs, ou dans cette espèce de parlement... Alors, tout le monde pense que les parlementaires n'ont en fait rien fait pendant 630 jours. C'est juste l'inverse en fait. Un parlementaire, quand il n'y a pas de majorité, il doit être là tout le temps, puisqu'on vote à peu près tout le temps, puisqu'en fait toutes les mesures qu'on prend, c'est décidé quasiment à l'instinct, c'est un peu la Troisième République française, avec des gens qui déposent des amendements tout le temps, c'est surréaliste en fait. C'est pas souhaitable dans une démocratie. Et quand il y a un gouvernement qui arrive, en fait, c'est quelque part le gouvernement qui reprend la main et qui va demander à sa majorité de les soutenir. Donc on n'est plus du tout dans la même configuration, et à la limite, aujourd'hui, le travail de parlementaire, à l'inverse de ce que la majorité des gens pensent, est un peu plus relax. Alors qu'en fait, on a eu un peu difficile pendant 600 jours. Alors soulagé, mais quoi, il était minuit moins 1, il est toujours minuit moins 1 dans la région. On sait que budgétairement c'est compliqué. Bon, on parlera de l'épure budgétaire qui est proposée, mais enfin, ça reste un enjeu majeur, non ? Mais on peut le regarder de deux côtés. La première, c'est qu'en fait, la région bruxelloise a toujours dépensé chaque année beaucoup plus que ce qu'elle recevait. Donc en fait, il y a une espèce de culture de la dépense. Et tout à coup, on fait, il va falloir calmer le jeu. Et c'est vrai que c'est un changement de paradigme, où si on regarde la croissance naturelle du budget régional, on était à 7% par an, alors que les recettes étaient de 3%. C'est assez simple, c'est pas compliqué. Et donc tout à coup, il faut que le politique se dise, il va falloir que je fasse mieux, avec moins, pour rattraper en fait cette période de croissance non contrôlée des dépenses. Et oui, c'est un apprentissage, je pense, pas uniquement pour le gouvernement, mais aussi pour les administrations, pour dire comment est-ce qu'on va faire les choses autrement. On parlera de la situation telle que vous l'avez découverte aussi, mais pour revenir à ce gouvernement d'Iliès qui a commencé de manière un peu hésitante, on va dire. Il y a eu des expressions médiatiques, notamment en néerlandais, qui étaient un peu, qui ont suscité un peu les critiques. Est-ce que c'est un bon début ? Est-ce que vous retrouvez la marque du MR dans cette équipe ? Alors, il y a 2 choses. C'est que je pense qu'il y a eu un moment d'accélération, parce que je pense que ceux qui étaient à la table ont compris qu'il y avait un moment où c'était possible de le faire. Est-ce que l'accord de gouvernement est l'accord de gouvernement que tout le monde voulait avoir ? Non. Aucun accord avec cette partie ne sera jamais ce que tout le monde veut avoir. Je pense que le MR a imposé un certain nombre de choses, et je pense d'ailleurs parmi les plus importantes pour nous, c'était notamment le redressement des finances publiques, la réorganisation des services publics, la question de la sécurité et très clairement la question de la propreté. C'était en tout cas les marqueurs qu'on retrouve bien dans l'accord de majorité aujourd'hui. Et la mobilité qui était aussi un sujet important sur lequel c'est un peu plus hésitant. Mais c'est plus compliqué puisqu'on doit faire avec un partenaire de majorité. Alors, beaucoup de gens nous ont dit, oui mais c'est inacceptable que vous repreniez Elke van den Brand. Je veux bien. C'était la source de Good Move, le plan très décrié de mobilité. On va juste rendre à César ce qui appartient à César. Le plan Good Move a été fait par Pascal Smet. Juste 2 minutes d'histoire. Il a été mis en œuvre d'une certaine manière qui n'était contraire au plan Good Move par Elke van den Brand. C'est pas donc tout à fait juste de dire que c'est son plan. Elle a décidé de faire dans le plan ce qui était ses marqueurs à elle, c'est-à-dire une politique de vélo avec des blocs de béton partout. Mais le plan global, en fait, il n'a pas été suivi du tout.
Et le plan initial, je rappelle quand même que Bessy, à cette époque-là, l'avait approuvé, parce qu'il était... sa tête, hein, oui. Et le plan était, avec d'ailleurs mon lobby pro-voiture, donc c'était pas... j'avais aussi un lobby pro-voiture à l'époque, avait accepté sur une vision complète, phasée de 10 ans, qui avait été fait par un consultant, Xavier Takoun, et qui commençait par la logique du système. Donc c'était un plan sur comment on transforme une mobilité dans une ville. Il l'avait bien expliqué, c'est pas en mettant des plots de béton, parce que les gens ne comprennent pas. Et donc on a une réaction opposée. Quand il a déroulé son plan, il avait bien expliqué, dans un plan 1, il faut redonner aux gens envie de marcher en ville. Pour redonner envie aux gens de marcher en ville, il faut faire la réfection des trottoirs. Et donc en fait, c'est un plan qui se déroulait sur une dizaine d'années. C'était pas un plan où on faisait, pour la visibilité politique, juste ce que j'ai envie de faire. Et donc en fait, on n'a pas respecté le plan. Ok, donc on va revenir à son essence initiale. Ça, j'ai pas dit. Je pense qu'on va d'abord évaluer ce qui a été fait ces quelques dernières années et on va réajuster un peu le tir, oui. Olivier Willox, alors encore un petit mot sur ce gouvernement et son casting. Un peu à la surprise générale, si certains s'en doutaient un peu, mais on a eu 2 mandataires locaux, 2 bourgmestres qui sont devenus à la fois ministre-président et secrétaire d'État. Boris Diliès qui était bourgmestre d'Uccle et la bourgmestre de Scarbeck. Est-ce que pour les parlementaires, ça a été une pilule difficile à avaler ? Est-ce que la majorité des parlementaires ont été un peu déçus ? La réponse est oui. Mais est-ce qu'ils ont été déçus pour de bonnes raisons ? Pas toujours. C'est-à-dire qu'en fait, moi ce que j'entends beaucoup, c'est des gens qui disent... sans vouloir le dire, pourquoi est-ce que moi, je n'ai pas été choisi ? Et là, je pense que ce n'est jamais un bon critère. Je pense que simplement, je pense que ça aurait été bien de dire, tiens, est-ce qu'on pouvait prendre 1 ou 2 parlementaires ? Mais les échos que j'ai, c'est plutôt pourquoi on ne m'a pas pris moi, et ces besoins-là d'ego, c'est typique en politique, mais on ne va pas rentrer dans ce jeu-là. Mais votre président de parti, Georges-Louis Boucher, a-t-il manqué une occasion de susciter l'adhésion à Bruxelles ? Non, je ne pense pas. Je pense que le choix d'Audrey, avec lequel j'ai beaucoup travaillé à Scarbeck aujourd'hui, est un choix où il n'y a certainement personne qui remet en cause ni sa compétence, ni son analyse de terrain, à travailler pour la Première ministre. Elle a une vraie expérience et je pense que ce sera vraiment utile. Le ministre-président a plus une expérience locale et on sait bien que tant pour le MR, d'ailleurs, il y a quelques pilules à faire accepter sur la réforme des polices et d'autres choses. Quelqu'un qui connaît bien l'ancrage local n'est pas forcément inutile et ça peut être un très bon choix. Donc ça peut être des choix stratégiquement bien pensés. Vous êtes arrivé au Parlement bruxellois il y a 2 ans, à peu près. Vous étiez à la tête de Bessy depuis longtemps. Vous connaissiez bien la situation bruxelloise. Est-ce que, quand vous êtes arrivé, vous avez découvert des écuries qui étaient quand même pas très ragoûtantes ? Vous faites souvent des expressions sur les réseaux sociaux pour montrer que la situation bruxelloise, vous l'avez dit, était un peu hors de contrôle. Ça a été quoi votre sentiment à ce moment-là ? Je ne suis pas surpris par la situation, puisque je la connaissais bien. On était gestionnaire d'Actiris, de Bruxelles Formation, du port de Bruxelles, de CityDev et autres choses. Et donc, je connaissais plutôt les choses de l'intérieur. Donc, je le vois d'un problème plus macro que je ne le voyais avant. Mais globalement, les choses sont bien connues et je pense qu'elles sont maintenant connues à peu près de tout le monde. Bien connu dans quel sens ? Dans le sens qu'il y a beaucoup trop de doublons, il y a beaucoup trop de politiques qui sont inefficaces, il y a c'est du gaspillage, en clair ? Je pense qu'il y a un total gaspillage et de moyens et d'énergie. Et donc, effectivement, il va falloir faire en sorte que les choses retrouvent un sens. Quand on voit, et je viens de recevoir encore le budget 2026 du nouveau gouvernement que j'ai lu complètement hier, quand je vois la liste des organismes qui sont financés directement par la région, c'est juste impossible d'assurer le moindre contrôle opérationnel, même pour un Parlement, de l'ensemble des choses qui ont été créées et qui ont été structurées. La fameuse agencification de Bruxelles, c'était, je pense, la pire idée qu'on ait pu faire pour Bruxelles, c'est clair. Et quoi, ça veut dire que tout ça, on va... Mais c'est prévu dans l'accord de gouvernement. Oui, c'est prévu. Dans l'accord de gouvernement. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a 80% sur les... Faire et défaire, c'est toujours beaucoup d'énergie. Les dépenses sur les recettes, oui. Bon. Et donc, ça va prendre du temps. Et donc, la question, c'est à quel rythme on va être réellement capable de le faire. Et ça, aujourd'hui, il y a en tout cas peu de précision. C'est pour ça qu'on va attendre l'exposé qu'on aura à partir de la semaine prochaine du gouvernement sur la mise en œuvre réelle des réformes. Comment
on met de l'ordre là-dedans. C'est ça. Comment on supprime des choses, comment on fusionne des choses, c'est ça. Il y avait une demande de ne pas faire de licenciement collectif d'un des partis de la majorité, qui peut être légitime ou pas. On n'est pas le PS, j'imagine, oui. Probablement. Et qu'elle soit légitime ou pas, on peut comprendre. Le problème, c'est que dès lors, quand vous ne pouvez pas toucher à la masse salariale, il vous reste à toucher aux moyens d'action. Mais si vous n'avez plus de moyens d'action dans vos politiques, à quoi servent les gens qui sont en place puisqu'ils ne seront pas là pour les exécuter ? La masse salariale, ce sera de non-remplacement, donc ça prend du temps. Ça prendra énormément de temps. Et donc aujourd'hui, le choix qui a été fait, c'est plutôt de réduire les moyens d'action et on va se demander à quoi servent le personnel pour l'exécuter. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir ajuster assez rapidement dans la majorité actuelle. L'autre volet, alors on a l'impression que tout se fait, enfin en tout cas la grosse majorité de l'effort se fait sur les dépenses. L'autre volet des recettes, certains disent, il y a un vrai problème de recettes à Bruxelles, notamment fiscal, on en parlera, et notamment en termes de création d'activité. C'est votre sentiment par rapport à la réalité bruxelloise aujourd'hui ? Alors je pense que Bruxelles est mal positionnée aujourd'hui, notamment dans le contexte économique. Il ne nous est pas hyper favorable pendant les 3 ans qui viennent, a priori. On a progressivement une baisse de la natalité. On va avoir des conséquences au niveau de l'éducation automatique, etc. Donc, un départ des classes moyennes des entreprises ou pas ? On continue à avoir un départ des classes moyennes. Alors, toute la note était amusante parce que toute la note du gouvernement était basée sur le nombre d'entreprises, alors que ce n'est pas un critère très pertinent. Globalement, on a 14 500 entreprises qui se créent par an et on a 10 000 aidés qui disparaissent en faillite ou cessation d'activité ou déménagement. Mais compter en nombre n'est pas très intéressant. Quand vous avez Audi qui quitte, c'est un gros poids. Oui, alors que celles qui se créent, c'est souvent des entreprises d'une personne. Ouais. Ou zéro. Et donc, effectivement, on a peu de marqueurs de la compréhension réelle du poids économique et donc des conséquences sur l'emploi. Et donc, je pense que la grosse ambition de l'accord de gouvernement ici, c'était d'augmenter, de manière substantielle, le taux d'emploi. À 70%, c'est ça l'objectif. 70% en étant à 64, à mon avis 64,5 aujourd'hui, c'est beaucoup d'efforts. Alors, on va être aidé par la réforme du chômage. La limitation des allocations de chômage dans le temps va peut-être mettre à mal les CPS, mais va certainement encourager la mise au travail. Et ça, je pense que donc, c'est possible, mais en se disant aussi qu'on va probablement avoir un peu moins de personnes dans les ASBL, dans les structures étatiques. Ce dont on a parlé avant. Et donc, ça va jouer négativement sur le taux d'emploi, ça va améliorer les finances, mais ce ne sera pas suffisant. Probablement. Donc, il faut une vraie politique d'attractivité. Et de nouveau, si je regarde ce qui a été prévu dans le budget aujourd'hui, on a réduit en fait les moyens d'aide à Innoviris en ne touchant pas à la masse salariale. Pour attirer les entreprises ou les maintenir à Bruxelles aujourd'hui, on a supprimé les subsides à l'exportation. C'est clair qu'aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs se demandent pourquoi ils restent à Bruxelles. Oui, donc ça, c'est pas un signal positif. Alors après, mais je pense que ça va être rapidement corrigé. Je pense que c'est le gouvernement, et c'est pas une critique à faire. En fait, pour expliquer les choses très simplement, je pense qu'ils ont fait le meilleur choix possible. On fait un accord de gouvernement. Ça a mis longtemps, on n'allait pas traîner. Alors, bouclons-le tant qu'il est chaud et que bon. Et donc, on était en 12e provisoire jusqu'en mars. Soit on prolongeait encore les 12e provisoires, mais c'était inexplicable d'avoir un gouvernement de plein exercice. Et donc, on va voter ça le 26 ou le 27 mars pour sortir des 12e provisoires dès le mois d'avril. Donc, on a été obligé de faire très, très vite pour le budget. Est-ce qu'un budget qui est fait par une équipe où les cabinets n'ont pas leur équipe complète, ils n'ont pas pris encore contact avec l'administration, est un bon budget? Il ne sera pas le meilleur. Mais on a l'ajustement qui va se faire en septembre, et donc ça va aller. Mais donc il faut une prise de connaissance des choses, mais je pense qu'on a fait le meilleur choix possible avec les informations qu'on avait et le timing qu'on avait. Il y a des volontés, par exemple, de développer des zones franches. Vous avez parlé d'Audi-Forêt, c'est un site important. Il y en a d'autres. Il y a le site du Hezel qui doit devenir aussi un pôle d'attractivité, de congrès, etc. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un vrai potentiel à Bruxelles pour devenir une ville qui compte sur le plan économique? Alors, je suis toujours un peu dubitatif, puisqu'à Bruxelles, on avait déjà fait les émus, les zones franches urbaines, avec peu de résultats, voire quasiment pas de résultats.
on va voir ce que contient dans l'opérationnaliser les zones franches réelles sur un site comme on dit. Pourquoi pas? Mais il faut bien se dire que les zones franches sont en général des zones où en fait ce qui coûte le plus cher à l'entreprise, c'est quelque part les charges sociales. Et donc, à partir du moment où c'est une compétence fédérale, si on ne peut pas alléger là-dessus, on ne sait pas jouer là-dessus, je ne sais pas très bien sur quoi est-ce qu'on va jouer sur la zone franche, mais on le verra dans l'opérationnalité. L'idée est certainement très bonne, mais c'est au niveau de l'opérationnalité qu'elle sera très bonne ou moins intéressante. Et quel est le potentiel de Bruxelles? Ça doit être une ville quoi, selon vous? Une ville qui est technologiquement une référence, qui est, on a parlé des congrès, mais on sait que ça c'est peut-être un peu déjà dépassé. Quelle doit être la marque de Bruxelles sur le plan économique? Alors, je ne crois pas du tout que la problématique des congrès est dépassée. Je ne crois pas du tout. Je pense que je suis administrateur de Bruxelles Expo depuis quelques années. On a souffert d'un manque d'investissement pour maintenir l'appareil en état. C'est un fait. Et donc aujourd'hui, on a un outil. Et pour rester attractif sur ce point-là. On a le choix, soit on réinvestit, soit on perd. Le problème, c'est qu'en fait, celui qui va payer la rénovation globalement n'est pas celui qui en bénéficie, c'est-à-dire taxe hôtelière et autre chose. Et donc aujourd'hui, le fait que la région dise clairement avec la ville, OK, ça nous semble être un projet valable et on va suppléer, je pense que c'est un vrai pôle d'attractivité. Demain, la région va mettre 150 millions d'euros en capital. Je pense que c'est globalement une très bonne idée. Bruxelles, c'est quoi? C'est un lieu de concertation, c'est un lieu de neutralité, c'est un lieu où on parle toutes les langues qu'on veut, ou à peu près, y compris dans l'entreprise. Ce n'est pas les contraintes flamandes ou wallonnes qu'on a. Et donc aujourd'hui, en termes d'attractivité, Bruxelles, c'est paradoxal, mais chaque fois qu'il y a une crise quelque part dans le monde, on se réunit à Bruxelles. C'est un peu le paradoxe. Le Brexit a fait énormément de réunions. Les crises ukrainiennes ou autres ont généré aussi une attractivité parce qu'en fait, c'est un lieu. Et j'ai pas compris ça depuis très longtemps, mais en fait, Bruxelles est une ville dans laquelle on peut organiser 2 jours plus tard un sommet de chefs d'État. C'est très comique parce qu'en fait, faites ça dans n'importe quelle autre ville européenne, vous mettez le chaos. En fait, Bruxelles connaît, les services de sécurité allemands connaissent très bien leurs collègues bruxellois. C'est un coup de fil, on vient dans 2 jours, vous savez, oui, je suis au courant. Et en fait, parce qu'on en a tellement... Tout est wheelé, en fait. Tout est wheelé. Pour accueillir ça. Hein. Alors, de temps en temps, le trafic est un peu problématique ce jour-là, mais globalement, au niveau opérationnel, on est capable de recevoir un dirigeant d'un grand État de l'autre côté de l'Atlantique quasiment en 1 semaine. Ce que peu d'États, peu de villes sont en capacité de faire. Cet aspect-là, moi, je ne l'avais pas compris à ce point-là il y a très longtemps, en fait. Est-ce que... votre ministre-président l'a dit, la dimension internationale de Bruxelles, capitale de l'Europe, siège de l'OTAN, entre autres, est-ce qu'on mise suffisamment sur cette carte-là aujourd'hui? Est-ce qu'on l'a fait? Je pense par exemple qu'on misait beaucoup sur la diversité de Bruxelles, ce qui est évidemment une qualité, mais sur cette marque-là internationale de statut diplomatique. J'ai envie de répondre oui et non. Je pense qu'on n'est pas assez conscient de ce que ça représente. On le vit souvent par la nuisance et pas par l'avantage. Mais si on calcule globalement, c'est probablement plus que 20% de notre PIB. Et donc si on perd ça, c'est une catastrophe. Donc on peut voir, et c'est souvent le défaut de la politique, c'est de mettre en avant les petites nuisances que ça génère. Certaines pressions sur ceci ou sur cela, mobilité, peut-être loyer, peut-être ceci. Mais l'alternative, il n'y en a pas en fait. Bruxelles a réussi son positionnement à l'international de manière assez étonnante, puisque en fait on n'avait pas les sièges. L'OTAN n'était pas chez nous. C'est-à-dire, en fait, on perd toujours. Le Parlement était à Strasbourg. On perd toujours la première main, et puis on gagne toujours la deuxième. Donc c'est un apprentissage de la vie. Est-ce qu'on le valorise assez? C'est-à-dire, Boris Diliès disait, par exemple, quand on arrive à l'aéroport ou à la gare du Midi, qui doit un peu être toilettée, mais dans d'autres villes, ça s'affiche très fortement, quoi. Chez nous, pas. Mais c'est aussi notre nature. Hein. Donc en fait, on a peu de drapeaux en rue. Enfin, je veux dire, quand on va notre identité est assez floue. Oui. Elle s'acclimate dès lors assez bien de toutes les autres. Et je pense que cette forme de neutralité bruxelloise, qui est à la fois notre force et notre faiblesse, j'entends bien les deux, sur l'identité,
c'est quelque chose qu'on a travaillé beaucoup quand j'étais chez Bessie, notamment sur la question de la marque Bruxelles. On a vu que certains membres du gouvernement qui ont hérité des compétences n'ont pas fait le même suivi que ce qu'il y avait avec l'énergie de Pascal Smet. Donc c'était un peu mort. La question, c'est est-ce qu'on la relance ou pas? Cette identité bruxelloise, cette fierté d'identité bruxelloise, ça va être un vrai débat. Et je n'ai pas vu grand-chose dans l'accord de gouvernement de savoir si, oui, on va relancer la politique. Mais ça veut dire quoi, comment? Est-ce qu'on recommence tout à zéro? Est-ce qu'on reprend ce qui a été construit? Moi, je suis toujours pour ne pas remettre à zéro, parce que sinon on repère 5 ans et on fait, il y aura une nouvelle majorité probablement la fois prochaine, et donc on abandonne tout. Donc non, et je pense qu'on a intérêt à se battre sur la question de l'Europe. Je pense aussi qu'on doit ouvrir le débat sur le droit de vote des Européens au régional. Je ne comprends pas, et les Européens non plus d'ailleurs, j'étais à l'école européenne, et donc en fait mes collègues à l'école, il y a quand même quelques temps, ils ne votent pas au régional. Donc il y a quelque chose pour moi qui est curieux aujourd'hui sur cette... Comme si on n'assumait pas l'identité de la région, pas. en fait. Ouais. Et je pense que si l'identité est européenne, la première chose à faire, c'est donner aux Européens le droit de vote. Alors Olivier Willox, vous avez aussi une autre casquette, je ne sais pas si on peut parler d'une casquette, mais vous êtes assez impliqué dans la cause ukrainienne, en tout cas vous allez régulièrement sur place. À quel titre c'est un enjeu qui vous préoccupe et qui vous occupe? Alors je ne le fais pas du tout avec une casquette politique. Et beaucoup de gens m'ont dit qu'est-ce que le Parlement bruxellois va faire là? D'abord, c'est moi. Deuxième chose, c'est est-ce que c'est normal que le Parlement bruxellois dépense de l'argent en y allant? La réponse est tout ce que je fais en Ukraine, ce n'est pas avec des moyens politiques, et nous n'avons pas souhaité que ce soit le moindre moyen politique. Et donc les gens sont surpris qu'un parlementaire puisse exister en dehors de la fonction de parlementaire. Alors moi, je suis surpris du contraire, je suis un peu un romantique. Je rappelle quand même qu'avant, les parlementaires n'étaient pas payés et on a jugé que c'était bon de le faire, notamment pour assurer leur indépendance par rapport à des lobbies et autre chose. Je n'ai pas d'avis sur la question. Je peux comprendre les avantages des deux formules. Et donc aujourd'hui, oui, j'étais très choqué il y a 4 ans, le 24 février, lors de l'attaque, et je me suis mis tout de suite à disposition, en fait, chez Bessie, à disposition de l'ambassade pour les aider à l'époque, récolter des biens, de la nourriture, des couvertures, pour envoyer aux populations. Et c'est ce qu'on a fait avec Bruxelles Expo, le Palais 11, soutien de Philippe Claus sur aussi l'équipement pour les hôpitaux, et notamment l'accueil des grands blessés et brûlés. Et donc, en fait, on s'est mis tout de suite à disposition toute une série de gens, Georges Dallemagne. Il y a aussi un relais entre les villes qui a été important. De tous les partis, de tous les trucs, où on s'est dit, en fait, c'est une cause européenne, c'est une guerre européenne. C'est pour ça, c'est ça votre conviction? Oui. Je pense que si je n'avais pas été élu européenne, si je n'avais pas eu un grand-père commissaire européen, peut-être que ce sentiment-là ne serait pas arrivé de la même façon. Mais pour moi... et au plus j'y vais, alors j'avais déjà été sur la question, notamment formé à les chambres de commerce en 2013-2014 en Ukraine, puisqu'on était déjà dans un processus possible d'intégration à l'époque. Et donc c'est vrai que quand j'ai vu ça, je ne me voyais pas ne rien faire, en fait, c'est aussi simple que ça. Et donc oui, j'y vais le plus souvent possible. Et quel est votre constat aujourd'hui? Ce constat, j'ai eu le même en Bosnie-Herzégovine dans les années 90. Une espèce de dépression généralisée. On sent que c'est lourd. Les gens sont fatigués, en on entre dans la 5e année de guerre, c'est quand même pas rien. Et on ne voit pas vraiment l'issue, en fait. Et il y a un mode de résilience. Et en fait, je vais expliquer tout de suite ce que je fais, mais chaque fois que j'y vais, j'apprends aussi sur moi. C'est un double regard. Je pense que quand on est là, on ne vient pas juste apporter. Je trouve qu'on reçoit autant probablement sur ce que c'est que la résilience, ce que c'est que, en fait, ce qui est un vrai problème et ce qui ne l'est pas. Un bombardement la nuit, finalement, au début, ça surprend, à la fin, on s'habitue. On se rend compte. Vous arrivez pas très loin de vous, encore récemment, si je me trompe. Hein. Oui, mais en fait, à un moment donné, on comprend qu'en fait, voilà, ça fait partie de la vie. J'étais à Beyrouth il n'y a pas longtemps aussi, pendant que ça bombardait. Et en fait, on comprend que, je vais le dire horriblement, mais c'est un peu... Dans certains pays, the new normal, c'est normal. Et oui, je l'ai posté en disant, en fait, les gens ne se retournent pas dans la rue
Parce que c'est comme ça. Enfin, je veux dire, quand c'est 7 fois par jour dans ma ville, pendant 4 ans, c'est vrai que moi, je m'arrête une seconde, et puis je continue, parce que si je m'arrête à chaque fois, c'est plus possible. Et donc, c'est vrai que cette prise de conscience de se dire, en fait, les petits drames bruxellois, du tram qui est à l'arrêt sur la ligne 7 pendant 12 minutes, c'est vrai que quand on revient de Kiev ou d'Odessa pendant un bombardement, ça relativise un peu la prise d'émotion. Et je pense que moi, j'en retire en tout cas énormément. Et vous avez dit, donc, l'impression aujourd'hui que la guerre dure, et vous vous impliquez encore Oui, alors ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on y va, puisqu'il y a tout le débat sur l'élargissement et l'intégration ukrainienne. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé en Ukraine? Un truc un peu bizarre, c'est que le gouvernement demande le plus rapidement possible, et donc à voter toutes les lois. Et nous, on a commencé à faire des études sur place pour dire pourquoi est-ce que vous voulez rejoindre l'Union européenne, et on sentait une immense adhésion à l'Union européenne. Et puis quand on leur demande pourquoi, on était surpris d'entendre le pourquoi. Et surtout aussi les craintes. Mais des craintes qui peuvent être fondées et qui sont légitimes, et des craintes qui étaient surréalistes. Est-ce qu'on va nous forcer à abandonner notre langue ukrainienne? Non. Non, ça franchement, l'Europe n'est pas compétente. Donc en fait, on a compris, et donc on s'est mis à former en fait le personnel enseignant des écoles supérieures, des écoles, pour leur expliquer c'est quoi l'Europe. Parce que si à un moment donné, on ne forme pas les gens à expliquer de quoi il s'agit, vous avez soit des gens qui mettent des attentes qui sont trop élevées, soit qui sont contre pour de mauvaises raisons. Au moins qu'on ait un débat. Encore le souvenir de l'Union soviétique qui est fort présent, donc c'était une emprise, j'imagine. Alors, une des premières choses qu'on fait, c'est d'expliquer en quoi l'Union européenne, c'est pas l'Union soviétique. Et je commence toujours par expliquer le Brexit n'a pas abouti à une guerre. Il n'y a pas de raison d'ailleurs. On s'est séparés, mais on continue à communiquer. On a demandé aux Anglais quel était le mode de collaboration qu'ils voulaient maintenir ou pas avec nous. Ils ont redéfini le mode de collaboration et c'est bien. Et donc, en fait, on est une alliance économique. Ils ne comprennent pas pourquoi on n'envoie pas nos troupes. On n'a pas de troupes. On n'est pas les États-Unis d'Amérique. On n'est pas structuré comme ça. Et c'est tous ces débats-là qu'on fait sur place, sur les médias maintenant, dans les écoles. Au niveau des enseignants, on ne peut pas travailler directement au niveau des élèves, mais surtout les corps intermédiaires. Olivier Willox, le monde est un peu en feu pour le moment, en tout cas le Moyen-Orient. Quel est votre regard sur cette crise-là? Et est-ce que la ligne du MR, qui est quand même assez forte sur la question iranienne, vous correspond entièrement? Je n'ai pas envie de m'exprimer sur la question iranienne parce que je ne la connais pas. Le vrai risque du nucléaire iranien, je pense que personne n'a une vision très claire aujourd'hui de où est la mesure du risque sur les 450 kilos d'uranium enrichi, oui, non. Je ne sais pas. Je ne sais pas, et je ne sais pas à quel point on était proche ou pas d'un accord, d'un danger. Donc les négociations avançaient, oui. Je n'ai évidemment aucune sympathie pour le gouvernement en place iranien. Et donc c'est un peu la difficulté entre ce devoir d'intervention pour sauver le monde ou mettre le monde encore plus compliqué par des interventions. Je suis donc très nuancé là-dessus. Plus que votre parti. Plus qu'en tout cas mon président. Je suis... Les guerres préventives me mettent toujours un peu mal à l'aise, surtout quand elles ne sont pas démontrées. Je pense que les Européens, et en tout cas la majorité des pays européens, ont eu raison sur les questions d'armes de destruction massive en Irak. Et donc je pense qu'il faut toujours être prudent et regarder les éléments probants avec une analyse plutôt détaillée, plutôt que de faire des déclarations. Ce qui avait été le cas à l'époque de l'Irak, justement, enfin, en tout cas dans l'intervention... la première guerre du Golfe ou la deuxième guerre du Golfe, c'était... Alors, la première guerre du Golfe était simple, c'était répondre à une invasion du Koweït. Du Koweït, la deuxième, c'est assez simple. Ouais. La deuxième, je pense qu'on est un certain nombre de gens à s'interroger. Enfin, voilà. Et ici, il y a peut-être matière à s'interroger aussi. Oui, mais avec la différence, c'est que je suis mal à l'aise sur le narratif. Pour être bien clair, c'est... un pays allait attaquer, donc on a attaqué avec eux parce que... Voilà, je pense que le narratif aujourd'hui... mais je n'en sais pas plus sur l'état réel iranien sur les armes. Donc, voilà. On verra aussi ce que l'histoire nous dira peut-être plus en détail sur cette situation-là. Merci beaucoup, Olivier Willox, d'avoir répondu à nos questions.
Vous avez maintenant un peu plus de précision sur l'état réel de Bruxelles, un peu du monde, de l'économie. Merci à tous et à la semaine prochaine. C'est tout pour aujourd'hui. Vous vous intéressez aussi à l'actualité boursière et au conseil des investisseurs. Alors retrouvez-nous également sur le canal Trends Bourse. À très bientôt, ici sur Trends Tendance et sur Trends Bourse.